L'Ukraine s'étend tout entière à l'intérieur des frontières de l'Europe, et pourtant elle est plus vaste que la France. Peu de gens le savent. Peu de gens savent aussi qu'ici, des cités resplendissaient de pierre et d'or alors que Londres n'était encore qu'un amas de boue et de bois. Peu de gens savent qu'un peuple de la steppe a rédigé les premiers linéaments d'une constitution moderne des décennies avant que les pères fondateurs ne se réunissent à Philadelphie. Et sous les pas de ce peuple dort une richesse si convoitée que des empires entiers ont traversé des continents, armées et trains de marchandises en tête pour voler, littéralement, la terre elle-même. Alors posons la question autrement. Que reste-t-il d'un pays quand on éteint les projecteurs des chaînes d'information, quand on efface les lignes rouges des cartes militaires, quand les caméras finissent, comme toujours, par se tourner ailleurs? Ce qui reste, c'est un géant indompté. Et c'est ce géant que nous allons apprendre à connaître, couche après couche, secret après secret. Commençons par ce que l'œil voit d'abord et comprend le moins bien. Une géographie de dimension presque déraisonnable. À l'ouest, des crêtes enneigées, denses, sombres, silencieuses. À l'est, une étendue de plaine balayée par le vent, si vaste qu'elle semble ne jamais devoir s'arrêter. Une échelle proprement cinématographique. Mais le vrai mystère n'est pas à la surface. Il est enfoui dessous, invisible, et c'est pourtant lui qui explique tout le reste, le Tchernosium, la terre noire. Le sol le plus riche, le plus profond, le plus fertile de la planète entière. Depuis des siècles, cet océan sans fin de blé doré et de tournesol dressé vers le ciel n'a pas seulement traversé l'histoire, il a nourri le monde. Voilà donc un premier indice sur la nature réelle de ce pays. Ce n'est pas une terre de ruines, c'est le grenier à pain d'un continent. Un chef-d'œuvre d'endurance silencieuse. Mais pour comprendre comment un tel géant a pu se former, il faut remonter le temps et surtout remonter le fleuve. Car pour trouver le pouls d'un pays aussi immense, il faut d'abord trouver son fleuve. Ici, ce pouls porte un nom, le Dniepr. Sur plus de 1600 km, il fend le pays de part en part, artère de bleu profond tranchant à travers la steppe verte. Il y a 1000 ans, ce fleuve était l'autoroute du monde ancien. Les dracars vikings descendaient ses courants puissants pour commercer avec les Grecs, échangeant fourrures et ambres contre argent et soie. Et c'est précisément là, au grand coude du fleuve, couronnant des collines boisées, que s'éleva le cœur battant de toute cette histoire, Kiev. On l'appelle la mère des cités. Dès le XIe siècle, quand Paris et Londres n'étaient encore que de boueux avant-postes médiévaux, Kiev était déjà une métropole tentaculaire d'or et de pierre, le centre de la rue de Kiev, cet empire façonné par un souverain visionnaire, Yaroslav le Sage. Il bâtit une ville qui semblait vouloir toucher le ciel. En son cœur se dresse aujourd'hui encore la cathédrale Sainte-Sophie. Depuis un millénaire, ses dômes dorés captent la première lumière du matin. Entrez et vous découvrirez une mosaïque ancienne représentant la Vierge, les bras levés vers le ciel. Les habitants l'appellent le mur incassable. Elle a vu passer les hordes mongoles, les empires étrangers, les armées modernes. Elle n'est jamais tombée. Mais l'âme véritable de Kiev ne se trouve pas seulement dans cette élévation vers le ciel. Elle se cache aussi sous terre. Un peu plus bas, au fil du fleuve, s'étend la lore des grottes de Petchersk, le monastère des cavernes. Sous ces flèches majestueuses, des pèlerins descendent encore aujourd'hui dans un labyrinthe de tunnels étroits, éclairés à la bougie. Là, dans le silence absolu du sous-sol, reposent les corps incorrompus de saints qui foulaient ces collines il y a 1000 ans. Cet instinct de creuser, de chercher refuge dans les profondeurs, semble inscrit dans l'ADN même de la ville. Aujourd'hui encore, sous les larges avenues baignées de soleil, s'enfonce la station de métro Arsenalna. Plongeant à près de 105 mètres sous la surface, c'est la station la plus profonde du monde. Elle fut conçue pour la survie. Et pourtant, ce que l'on découvre là-dessous n'est pas la peur. Quand le danger balaie le ciel, le sous-sol devient tout simplement la ville elle-même. Des cafés continuent de servir, des orchestres continuent de jouer, des galeries d'art ouvrent leurs portes dans des bunkers souterrains. C'est un spectacle bouleversant de préparation quotidienne, une culture qui refuse de cesser de vivre, d'aimer, de créer, simplement parce que le monde à la surface s'est assombri. Kiev, c'est une chose essentielle. Tant que l'on protège farouchement ses racines, la surface, elle, peut toujours être reconstruite. Et cette leçon, en réalité, résonne bien au-delà de l'Ukraine. Combien d'entre nous, face à une épreuve, ont appris que ce qui compte n'est pas ce qu'on perd en surface, mais ce qu'on garde, intact, en dessous. Si Kiev est la racine profonde et inébranlable du pays, alors le sud sauvage, la steppe indomptée, en est l'esprit libre.
Suivez le Dniprou vers le sud, au-delà des anciens rapides, et le monde s'ouvre soudain, brutalement. L'horizon s'aplatit. Des herbes sauvages, hautes comme la poitrine, ondulent et se gonflent au vent comme un océan vert sans fin. C'est le royaume de Khortytsia, une île rocheuse massive qui s'élève avec obstination au milieu des courants tumultueux. Et c'est ici que naquit une forme de liberté bien particulière. Il y a des siècles, des hommes qui refusaient de courber l'échine devant les empires et les propriétaires terriens ont fui le lourd servage du nord et de l'est. Ils ont disparu dans cette frontière sauvage pour devenir tout autre chose. Les Cosaques, une confrérie de fugitifs et de bannis qui forgea une société guerrière farouchement indépendante, autogouvernée. Là, aux confins du monde connu, ils ne répondaient à aucun seigneur. Ils élisaient leur propre chef, votant à voix haute, en criant face au vent. En 1710, un chef cosaque en exil du nom de Philippe Orlik rédigea un document que le monde moderne n'avait presque jamais vu, une constitution. Des décennies avant que les pères fondateurs ne se réunissent à Philadelphie, ce guerrier de la steppe écrivit une charte qui séparait les pouvoirs, limitait l'autorité du chef et garantissait les droits des hommes libres. Il mourut en exil. Mais l'idée radicale qu'il grava dans l'histoire, celle d'un peuple pouvant se gouverner par consentement plutôt que par droit de naissance, ne mourut jamais. Les Cosaques n'ont pas laissé derrière eux que des idéaux politiques. Ils ont légué une identité vibrante, forgée autour de feux de camp crépitants. C'est là qu'ils préparaient le koulish, une bouillie de millet généreuse, mijotant dans des chaudrons de fonte sous les étoiles. C'est là qu'ils pratiquaient des exercices martiaux qui donnèrent naissance au hopak, cette danse acrobatique défiant la gravité, qui ressemble à une pure célébration, mais qui fut d'abord un entraînement au combat, mortel dans son intention. Quand ils partaient en guerre, ils portaient la vichivanka, une chemise de lin brodée à la main de spirales géométriques et de losanges, des motifs plus anciens que le christianisme lui-même. Pour le Cosaque, ce n'était jamais un simple vêtement. C'était un talisman tissé, une protection contre la mort, cousu de l'essence même du foyer. On retrouve cette même magie ancienne dans la pisanka, cet œuf orné à la cire, transmis des mains d'une grand-mère à celle d'un enfant, portant en lui toute une cartographie de soleil et de lignes sans commencement ni fin. Ces motifs, ces chemises, cette indépendance farouche, voilà la structure profonde d'un peuple qui a décidé qu'il n'avait besoin de la permission de personne pour exister. Et quand des empires étrangers vinrent, plus tard, interdire leur langue et effacer leur nom, cet esprit ne s'est pas brisé. Il s'est simplement retiré dans le sanctuaire le plus fortifié de tous, la cuisine familiale. Quitter le vent de la steppe, entrer dans le silence. À travers la campagne vallonnée, disséminée comme des perles parmi les vergers de pommiers et de cerisiers, se dressent les maisons traditionnelles chaulées de blanc, les katas. Avec leurs épais toits de chaume et leurs volets peints, elles semblent tout droit sorties d'un passé pastoral et paisible. Mais ne confondez jamais la sérénité avec la reddition. Quand les décrets tombèrent depuis les capitales impériales, quand les presses furent brisées et que la langue ukrainienne fut officiellement bannie des écoles, des théâtres et des livres, la culture ne disparut pas. Elle se retira simplement à l'intérieur. La cuisine familiale devint la forteresse la plus imprenable du pays. Là, l'histoire se perpétuait non pas dans l'encre, mais dans les ingrédients. Regardez un chaudron de bortsch d'un rouge profond mijoté doucement. Récemment reconnu par l'UNESCO, il est bien plus qu'une simple soupe. C'est une généalogie vivante. Une recette presque jamais écrite, mais mémorisée, ajustée, transmise des mains d'une grand-mère à celle de ses filles, portant l'exacte saveur d'une famille précise, d'un village précis, à travers des siècles de bouleversements. Et dans ces pièces tièdes, éclairées à la lampe, la langue interdite survivait. Elle se cachait dans les berceuses chantées au-dessus des berceaux de bois. Elle restait vivante grâce à ceux qui avaient le moins de pouvoir, mais la mémoire la plus longue. On peut légitimement se demander combien de langues, combien de traditions ailleurs dans le monde ont survécu de la même façon, cachées derrière une porte close, portées par une voix qui chantonne tout bas. Personne n'a mieux compris cette résistance silencieuse qu'un homme nommé Taras Shevchenko. Né serf, propriété légale d'un seigneur, il finit par racheter sa liberté et accomplit alors quelque chose de véritablement révolutionnaire. Il écrivit une poésie magnifique dans la langue interdite des villages. L'Empire comprit immédiatement le danger que représentaient ces mots. On l'exila vers les rives lointaines et arides de la mer Caspienne, avec un décret signé du tsar lui-même, lui interdisant formellement d'écrire ou de peindre. On tenta de lui arracher les mots eux-mêmes. Mais pendant 10 années, il continua d'écrire.
Il griffonnait ses vers sur de minuscules bouts de papier qu'il cachait au fond de ses bottes. Son recueil, le Kobzar, survivrait à l'empire même qui avait tenté de l'enterrer. La langue attendait, le peuple tenait bon. Mais pour découvrir les vestiges les plus sauvages, les plus intacts de cette terre, il faut quitter entièrement les plaines et suivre le soleil couchant jusque dans les ombres vert sombres des montagnes de l'ouest. Les plaines cèdent alors la place à la pierre. Ici, tout à l'ouest, la terre se plisse et se soulève, ce sont les Carpates. Un grand arc forestier qui déferle depuis l'Europe centrale, se terminant dans un labyrinthe de brume et d'ombre. À son sommet se dresse le mont Auverla, dont le pic lutte éternellement contre les nuages d'orage. En dessous, le monde moderne s'efface simplement. Dans ces vallées profondes et abruptes, on trouve quelque chose que le continent a presque entièrement perdu, une nature primordiale, intacte. Ce sont d'antiques forêts de hêtres et d'épicéas. L'UNESCO les protège, mais ce sont les montagnes elles-mêmes qui en sont les véritables gardiennes. Certains de ces géants se dressent depuis plus de 300 ans, leurs racines drapées d'une épaisse mousse émeraude, jamais touchée par la hache du bûcheron. Et quand l'homme s'y aventure malgré tout, la nature l'absorbe simplement, courbant les branches au-dessus d'une vieille voie ferrée pour créer une arche vivante et saisissante, connue sous le nom de tunnel de l'amour. Cette pénombre verte est un sanctuaire. C'est le tout dernier refuge des fantômes intacts de l'Europe. Le lynx eurasien rôde sur ses crêtes, prédateur fantomatique que l'on ne connaît presque qu'à travers les traces qu'il laisse dans la neige de l'hiver. Au plus profond des fourrés erre le bison d'Europe, survivant hirsute et majestueux de l'ère glaciaire, ramené du bord même de l'extinction pour fouler à nouveau cette terre. Sur la litière de feuilles humides, après la pluie, glisse une merveille plus petite, presque venue d'ailleurs, la limace bleue des Carpates, luminescente, électrique, ne vivant presque nulle part ailleurs sur la planète. Et quelque part, dans cette étendue de bois ininterrompue, règne l'ours brun. Les Carpates abritent la plus grande population sauvage d'ours d'Europe. La plupart des habitants des hauteurs vivront toute leur existence sans jamais en apercevoir un seul. Mais l'ours, lui, les voit. Le peuple qui partage ces hauteurs, les bergers Houtsoul, a façonné sa vie autour de ces pentes escarpées depuis des siècles. Un peuple modelé par l'altitude et l'isolement. On goûte à la rudesse de leur existence dans le banoche, une polenta riche mêlée de crème aigre et de fromage de brebis fumé, cuite lentement sur un feu de pain en plein air. Une nourriture pensée pour survivre au froid. Dans ces ravins noyés de brume, l'ancienne magie souffle encore. On raconte que les Molfars, ces chamans des montagnes qui lisent le temps et parlent le langage oublié des herbes, pratiquent encore, discrètement, leur art ancestral. L'altitude redescend, les forêts sauvages cèdent la place aux pavés, et juste au-delà des contreforts, attendant dans la lumière déclinante, se trouve une ville qui ne ressemble en rien au reste du pays. Un lieu où 3 empires différents se sont heurtés, laissant derrière eux un chef-d'œuvre de pierre parfaitement préservé. Bienvenue à Lviv. On pourrait déposer ce centre historique en plein cœur de l'Autriche ou de la République tchèque, et il n'y détonnerait pas. C'est un dédale saisissant de façades Renaissance, de dômes baroques flamboyants et de larges boulevards habsbourgeois. Pendant des siècles, les frontières des empires ont glissé, avancé, reculé sur ces places pavées, comme des marais. La ville fut gouvernée depuis Vienne, depuis Varsovie, depuis Moscou. Et pourtant, sous chaque drapeau qui changeait, elle a obstinément conservé son âme propre. Pour comprendre combien de mondes différents ont revendiqué cet endroit, il suffit de marcher dans les allées silencieuses et bordées d'arbres du cimetière de Litchakiv. Sous des anges de pierre pleurant et des ferronneries anciennes verdies par le temps, reposent poètes, généraux et architectes de 3 empires différents. C'est un musée silencieux et infini de tous ceux qui, un jour, ont cru que cette ville leur appartenait. Mais en surface, Lviv est intensément vivante, animée par un rythme hérité de son passé cosmopolite. Et ce rythme, c'est celui du café. La légende raconte qu'un héros local, Yuri Kulchitsky, aurait rapporté les tout premiers sacs de grains de café des camps ottomans, il y a des siècles, enseignant presque à lui seul à toute l'Europe de l'Est comment le préparer. Cette habitude sombre et lente ne s'est jamais perdue. Dans les caves faiblement éclairées et les cours pavés cachés, préparer le café reste traité comme un art véritable, chauffé lentement dans du sable brûlant ou servi en jaillissant de flammes bleues. C'est un rituel quotidien, sans hâte. Et pourtant, à Lviv, même une simple tasse de café peut cacher un secret. Empruntez la bonne ruelle, frappez à une lourde porte de bois sans enseigne, et un garde en uniforme vous demandera un
un mot de passe. Prononcez la formule historique attendue et l'on vous laissera descendre vers une taverne souterraine. Modelées sur les bunkers cachés de la résistance clandestine, ces salles secrètes sont un clin d'œil facétieux à une histoire pourtant très sérieuse. Un rappel que cette ville a toujours su comment se cacher. Et c'est précisément pour cela que, chaque fois que les chapitres les plus sombres de l'histoire menacent de se répéter, Lviv assume un devoir presque sacré. Elle devient le coffre-fort de la nation. Quand le danger presse depuis l'Est, les trésors les plus précieux du pays, ses manuscrits anciens, ses tableaux, ses artefacts fragiles, sont discrètement déplacés dans ses caves de l'Ouest. Lviv est la gardienne ultime de la culture. Mais pour saisir tout le poids de ce qu'elle protège, il faut quitter la sécurité de ses rues occidentales et affronter la beauté à la fois splendide et déchirante de l'Est doré. Laissez la sécurité de la pierre derrière vous, et le monde s'ouvre à nouveau. Dans le centre et vers l'Est, la terre s'aplanit en un océan d'or. Des millions de tournesols se tiennent épaule contre épaule, s'étirant à l'infini vers l'horizon, tournant tous ensemble leurs visages pour capter la lumière de l'été. C'est un spectacle vertigineux d'abondance, enraciné dans cette terre noire, le Tchernozem. Mais c'est ici, au milieu de cette fertilité écrasante, que l'on rencontre le paradoxe le plus dévastateur du XXe siècle. Au début des années 1930, l'État totalitaire qui gouvernait ce territoire décida de briser l'esprit indépendant des paysans. Il imposa des quotas de récolte impossibles à tenir. Quand les rendements chutaient, les autorités balayaient les villages et prenaient tout, le blé, les semences, les légumes cachés dans les murs. Puis elles scellèrent les frontières de la République. Des millions de personnes moururent de faim sur la terre agricole la plus riche de la planète. On appelle cela l'Holodomor, la mort par la faim, une famine délibérément fabriquée pour retourner la terre elle-même contre le peuple qui l'avait pourtant si fidèlement cultivée. Le siècle n'offrit aucun répit. Moins d'une décennie plus tard, les ravins escarpés de Babyn Yar, aux abords de Kiev, devinrent l'épicentre d'un chagrin indicible, engloutissant des dizaines de milliers de vies dans l'un des massacres les plus brutaux de la Shoah. Et plus au sud, un peuple entier, les Tatars de Crimée, fut arraché de son sommeil en pleine nuit, entassé dans des wagons à bestiaux et déporté loin de ses rivages ancestraux, dans une tentative d'effacer purement et simplement son existence. On a d'abord essayé d'effacer le peuple, puis on a essayé d'effacer la mémoire. Pendant des siècles, l'histoire de cette terre fut portée par les Kobzars, ces bardes aveugles qui parcouraient le pays en jouant d'un instrument à cordes multiples, la bandoura. Ils chantaient les épopées anciennes. Ils étaient les bibliothèques vivantes de la steppe. Dans les années 1930, le régime comprit qu'un peuple qui se souvient de qui il est ne peut être totalement soumis. Des centaines de ces musiciens aveugles furent invités à un grand congrès. Au lieu d'une scène, on les conduisit dans une forêt, on les abattit et on jeta leurs corps dans une fosse. Leurs instruments furent brûlés. Aucune trace de cela dans les journaux officiels de l'époque. Le silence devait être total, définitif. Mais voici la vérité profonde, indéniable, de ce pays. L'État s'est fondamentalement trompé sur la manière dont fonctionne la mémoire. On peut brûler un instrument, on peut creuser une fosse, mais on ne peut pas abattre une chanson. La bandoura fut reconstruite en secret. Les mélodies furent chuchotées dans l'obscurité, transmises tout bas à des enfants qui ne connaîtraient un pays libre que des décennies plus tard. Aujourd'hui, ces mêmes épopées anciennes résonnent de nouveau dans les rues d'une nation souveraine. Les empires se sont effondrés, la musique, elle, a survécu. On pourrait presque se demander ce que l'on choisirait de transmettre soi-même si un jour on nous interdisait de parler, de chanter, de nommer les choses par leur nom. S'il raconte une histoire d'endurance lourde et inflexible, le Grand Sud, lui, est un tout autre monde. Ici, là où la steppe rencontre les eaux profondes de la mer Noire, l'air se charge de sel, la lumière s'adoucit, et le pays semble enfin respirer. C'est la côte, et sa reine incontestée s'appelle Odessa. Odessa fut conçue comme un chef-d'œuvre, avec ses façades néoclassiques grandioses, ses larges boulevards bordés de chênes, et son monumental escalier Potemkin qui dévale jusqu'au port. C'est une ville d'une élégance assumée, presque insolente. Elle a toujours été un carrefour cosmopolite, un lieu où Grecs, Italiens, Juifs et Ukrainiens commerçaient dans le même port. Cette collision des cultures a offert à Odessa quelque chose d'unique dans toute cette partie du monde. Un humour irrévérencieux, indomptable. On retrouve ce même esprit libre dans sa cuisine. Attablez-vous dans un café face à la mer, commandez des gobis croustillants, pêchés le matin même, ou une assiette de forschmack,
cette pâte de hareng juive, aussi essentielle à Odessa que la brise marine elle-même. Mais comme tout dans ce pays, Odessa a deux visages. Pendant que la ville, en surface, danse au soleil, un labyrinthe immense s'étend juste en dessous, les catacombes. Creusées à l'origine pour extraire le calcaire pâle qui a construit la ville élégante en surface, elles se sont peu à peu transformées en un vaste réseau d'ombres, s'étirant sur environ 2500 km. Un monde souterrain plus vaste encore que les réseaux de métro de New York et de Paris réunis. Au fil des siècles, ces galeries d'un noir absolu ont abrité des contrebandiers, dissimulé des partisans en temps de guerre et gardé pour elles-mêmes les secrets les plus sombres de la ville. Et pourtant, si l'on pousse plus loin à l'intérieur des terres, on découvre des mystères qui font presque paraître les catacombes récentes. Dans la région de Podolie, sous des collines vertes et paisibles, en apparence tout à fait ordinaire, se cache une merveille géologique. Le plus long réseau de grottes de gypse au monde. Un labyrinthe tortueux, tapissé de cristaux, long de plus de 260 km et dont les explorateurs continuent encore aujourd'hui de cartographier les profondeurs. Bien avant que ces grottes ne soient explorées, bien avant qu'Odessa ne soit même dessinée sur un plan, bien avant que les Cosaques ne chevauchent la steppe, une civilisation prospérait déjà ici, antérieure aux pyramides d'Égypte, les Tripiliens. Il y a 6000 ans, ils bâtissaient de vastes établissements concentriques, façonnaient des poteries aux spirales délicates, puis, inexplicablement, incendiaient leur propre cité tous les quelques générations pour aussitôt les reconstruire. Et dans cette même région, les archéologues ont mis au jour quelque chose d'encore plus stupéfiant. Des habitations vieilles de 15 000 ans, entièrement charpentées à partir de crânes et de défenses de mammouths de l'ère glaciaire. Le passé profond est partout ici, couche après couche après couche. Il nous rappelle que quoi qu'il arrive au présent, cette terre a déjà vu naître et s'éteindre des époques entières. Mais rien, absolument rien, ne prouve la résilience stupéfiante de cette terre, autant qu'un lieu situé à une centaine de kilomètres au nord de la capitale. Un endroit que le monde entier avait déjà enterré, il y a 40 ans de cela. Vous connaissez ce nom, Tchernobyl. Depuis exactement 40 ans, ce mot est devenu à travers le monde le synonyme même de l'apocalypse. Une zone morte, un périmètre interdit, où la terre fut empoisonnée si profondément que la présence humaine y fut proscrite pour des milliers d'années. Marchez aujourd'hui dans la ville fantôme de Pripyat et le silence y est absolu. La grande roue jaune, rouillée, se dresse figée contre le ciel d'automne, attendant une fête du 1er mai qui ne viendra jamais. Des cahiers d'école ouverts se transforment lentement en poussière sur des pupitres abandonnés. C'est un monument étrange et déchirant, celui de l'instant précis où l'horloge s'est simplement arrêtée. Mais regardez de plus près le béton fissuré, et vous verrez que l'histoire ne s'est pas arrêtée quand les habitants ont fui. Livrée à elle-même, la Terre a accompli quelque chose de proprement miraculeux. Elle n'est pas morte, elle a englouti les ruines. Érables et bouleaux argentés ont percé l'asphalte, transformant les larges avenues soviétiques en forêts denses et bruissantes. Et avec les forêts est revenue la vie sauvage. Aujourd'hui, la zone d'exclusion de Tchernobyl est devenue l'un des sanctuaires naturels les plus vastes et les plus vivants de toute l'Europe. Des meutes de loups chassent désormais dans les vergers de pommiers laissés à l'abandon. Des ours bruns, totalement absents de cette région depuis plus d'un siècle, sont revenus errer dans les rues silencieuses. Des élans traversent paisiblement les anciens canaux de refroidissement. Et plus étonnant encore, les chevaux de Przewalski, les derniers véritables chevaux sauvages sur Terre, furent amenés ici à la fin des années 1990 comme une expérience désespérée. Non seulement ils ont survécu, mais ils ont prospéré. Aujourd'hui, on peut les observer galoper librement dans les prairies radioactives à travers ce qui aurait dû être le sol le plus toxique du continent. La nature, semble-t-il, redoutait bien moins la radioactivité qu'elle ne redoutait notre propre présence. Mais l'acte de défi le plus profond de la zone n'appartient pas aux animaux, il appartient aux grands-mères. Dans les mois qui suivirent l'évacuation, une poignée de femmes âgées, que l'on nomme les Samoseli, les auto-installées, franchirent simplement à pied les postes de contrôle militaire pour revenir. Elles regagnèrent leurs cabanes de bois ancestrales, au plus profond des forêts contaminées. Elles plantèrent des jardins dans le sol empoisonné. Elles puisèrent l'eau des vieux puits. Elles vécurent leur existence tranquille, entourées d'une forêt qui se repeuplait de loups. Demandez-leur pourquoi elles sont revenues, et elles vous tendront un verre de Samaon fait maison, et une vérité simple, indéniable. On ne vit pas plus longtemps en quittant le seul foyer que l'on ait jamais connu.
Elles ont survécu parce que leurs racines étaient plus profondes que la catastrophe elle-même. Comme les chevaux sauvages, comme les bouleaux qui déchirent l'asphalte, elles refusent tout simplement de lire les panneaux d'avertissement sur la clôture. Elles prouvent que la vie, dès qu'on lui laisse la plus infime fissure par où passer, trouvera toujours un chemin pour revenir. On peut légitimement se demander ce que l'on aurait soi-même choisi de faire à leur place, partir pour se protéger ou rester pour rester soi-même. Quand on prend enfin du recul, quand on embrasse tout cela d'un seul regard, depuis la première lumière pâle qui frappe les crêtes enneigées des Carpates jusqu'à l'ombre d'un faucon glissant sur la steppe infinie, jusqu'à la lueur chaude et dorée qui s'échappe d'une fenêtre de cuisine à Kiev, on commence à percevoir la véritable architecture de l'âme d'une nation. Pour comprendre cette terre, il suffit de comprendre un seul mot, volia. En ukrainien, il se traduit par liberté, mais il signifie aussi volonté, car ici, les deux sont absolument inséparables. On ne peut pas posséder la liberté sans la volonté farouche, obstinée, de s'y accrocher. On retrouve cette volonté dans l'ancien rituel du korovaï, un pain immense, majestueux, sculpté à la main d'oiseaux et d'épis de blé façonnés dans la pâte. Pétrir cette pâte, la cuire au feu, puis la rompre pour la partager avec des inconnus, voilà l'expression ultime de l'hospitalité. C'est une communion de survivants, une promesse silencieuse. Peu importe la rudesse de l'hiver, la moisson reviendra et le pain sera rompu ensemble. Pendant 1000 ans, des empires ont tenté d'effacer cette culture, cette langue, ce peuple. Chacun d'entre eux a échoué. Ce pays est infiniment plus vaste, infiniment plus lumineux, infiniment plus admirable que les tragédies qui, aujourd'hui encore, s'abattent sur lui. C'est un lieu qui vous accueille avec une chaleur profonde, une beauté éternelle et un amour farouche, indestructible. Il existait bien avant que le monde ne pose enfin son regard sur lui, et il se tiendra debout, doré et résolu, longtemps après que l'actualité se sera à nouveau détournée. On peut se demander, en refermant ce voyage, ce que l'on retiendra vraiment. Les ruines que l'on nous montre, ou la vie tenace qui, sous chaque cendre, refuse obstinément de s'éteindre.